Bonjour et bienvenue dans les conversations de l'Odyssée. Aujourd'hui, la conversation numéro 17, qui est un très beau chiffre, mais en plus, c'est une conversation qui me tient beaucoup à cœur parce que, et j'ai grand plaisir à le faire rougir, j'espère, c'est une personne d'énorme, immense qualité pour qui j'ai énormément d'estime, d'admiration et d'amitié. Il s'agit de Sylvain Schirman. Cher Sylvain, bonjour et bienvenue dans cette conversation. J'espère que tu vas bien, tu es bien assis. Je suis bien installé, merci pour l'accueil pour Eh cette ben, tant magnifique mieux. salle de l'Odyssée, cher Farouk. Alors, Sylvain est professeur à l'Institut d'études politiques de Strasbourg, dont il a été le directeur. C'est lui qui a préparé le nouveau siège de l'IEP. Et c'est un ami de longue date et surtout, il nous fait l'amitié et l'honneur de participer à l'équipe de direction de l'Odyssée. Et ensemble, nous animons un cycle, enfin une initiative dont il est le père, l'instigateur, dirais-je, qui s'appelle Question d'Europe. Vous l'aurez compris, c'est un grand spécialiste de l'Europe, et qui dit Europe dit axe franco-allemand, et c'est un grand spécialiste aussi de l'axe franco-allemand, autant allemand que franco, en quelque sorte. Alors, cher Sylvain, après ces présentations, j'allais dire comment vas-tu? Très bien, merci. Pour l'instant, je vais bien. Ah, bah, tant mieux, je touche du bois. As-tu bien passé cette période sidérante de confinement, de tempête virale? Et quelles sont les réflexions personnelles, toi qui es en même temps historien, tu en tires? Écoute, à titre personnel, j'ai bien passé le confinement, parce qu'en fait, pour moi, le confinement, ça a été l'occasion de travailler. C'est-à-dire, j'avais un stock d'archives en réserve sur lesquelles je voulais travailler pour écrire un certain nombre d'articles. Et le confinement, ça a été l'occasion d'avancer sur ce chantier. Donc, sur ce plan-là, j'ai effectivement bien passé le confinement. Après, la situation qu'on a vécue, elle interroge. Elle interroge et comme historien, je n'ai pas pu manquer d'avoir en tête un certain nombre d'éléments classiques. J'ai souvent pensé à ces ouvrages et à ces travaux de Jean Delumeau sur la peur au Moyen-Âge, sur la peur à la jonction de l'époque médiévale et de l'époque moderne. Et on a eu des phénomènes tout à fait comparables qui s'assimilaient un peu avec ces catastrophes que l'énorme historien avait décrites il y a maintenant une trentaine d'années. Donc ça, c'est une première réflexion que je me suis faite. Et puis ensuite, comme j'avais pas mal travaillé sur les crises contemporaines, notamment économiques, dans les relations internationales, notamment européennes, ça m'a évoqué aussi un certain nombre d'éléments comparables à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a d'abord le choc. On a le choc, c'est-à-dire l'annonce, le confinement rapide, les déclarations un peu martiales des uns et des autres, c'est la guerre, il faut lutter pour, et en même temps, ce qu'on constate quand on étudie ces crises, on n'a pas tous les éléments en main pour maîtriser, pour mettre en place les politiques que l'on souhaiterait mettre en place. Ensuite, ce qu'on a bien vu aussi et qu'on retrouve dans beaucoup de crises, c'est la façon à la fois nationale et à la fois internationale dont ces crises sont vécues. Et la crise du Covid ne fait pas exception à cela. C'est-à-dire on voit un phénomène, effectivement, la pandémie de nature mondiale, elle se diffuse, il y a des foyers, on voit comment ces foyers s'enchaînent les uns aux autres, mais en même temps il y a aussi une approche très nationale, ou comme diraient les historiens, très locale d'aborder la crise. Il y a une crise du Covid française qui ne ressemble pas à une crise du Covid allemande, qui elle-même ne ressemble pas à une crise du Covid suédois. Et donc, les modes de perception ou d'appréhension. Parce que les modes de perception sont différents, l'histoire est différente du rapport des pays à la maladie, parce que les politiques nationales sont différentes dans l'approche de cette maladie. Et donc la difficulté, c'est de trouver un peu cette jonction entre une réponse collective internationale et des substrats nationaux qui très vite sont obligés d'agir face à la maladie et qui vont agir avec leurs armes, leurs repères, leur rapport à la santé, et donc ça donne cette espèce d'impression d'une cacophonie, par exemple, européenne face à la maladie, mais que
tu peux retrouver dans toutes les crises. Tu prends la crise de 29 sur le plan économique, qui a été un choc au début. Tout le monde parle du choc boursier, des suicides au début, si tu te souviens. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? La crise est internationale, mais les approches sont nationales. Et la difficulté, c'est toujours de coordonner l'international avec le substrat national. Et on le vit avec cette crise du Covid. Je note au passage que tu me regardes moi quand tu parles de cacophonie. Je t'en remercie et j'ai bien repris le message. Non, plaisanterie mise à part. Si il y a une déclinaison nationale, locale des réactions à la crise du Covid, ou de la Covid, je ne sais plus comment on dit, mais du Covid, je trouve que ça sonne mieux que le féminin. Et c'est un mot très récent. Dommage qu'on n'ait pas le neutre comme dans certaines langues. Bah oui, voilà. Et alors, à propos de neutre, tout en étant impartial, tu m'as tendu la perche avec ce que tu disais. C'est-à-dire, en France, comment on a géré ça par rapport à la crise, par rapport aux autres pays? Je sais que je m'étais permis d'attirer ton attention sur un livre publié qui s'appelle « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» du professeur Laborde, je crois, ou Laporte. La responsable il est de Garches, j'ai oublié son nom. De l'hôpital de Garches. Donc, sans rentrer dans des propos polémiques, mais en gros, avec un regard suffisamment distancié d'historien dont tu as le secret, comment ça a été géré cette crise en France et comment c'est géré comparativement à d'autres pays européens? En fait, on a géré avec les armes françaises. Donc, en première ligne, on a trouvé l'État. Oui. Hein, je ne vais pas porter de jugement sur le fond, oui. mais juste voir quelques caractéristiques. Dans le fond, on a retrouvé en première ligne l'État, là où dans d'autres cultures nationales, on laisse une marge de manœuvre beaucoup plus importante aux acteurs locaux. D'ailleurs, il y a des faits extrêmement symboliques sur le fond nécessaire, mais qui le montrent très bien. Par exemple, l'envoi d'un hôpital militaire à Mulhouse, ça procède complètement de cette logique régalienne de la gestion des crises que l'on a en France. Et d'ailleurs, l'État se saisit de la gestion, mais en même temps, beaucoup d'acteurs de terrain demandent, il n'y a qu'à regarder un peu les interventions que l'on avait à travers les médias, beaucoup d'acteurs demandent cette prise en charge par l'État. D'ailleurs, c'est plus régional, c'est plus local. Ça, c'est des cultures régionales. Regarde l'Italie, ce sont les régions qui, à côté de l'État, ont été en première ligne dans la gestion de la crise. Ou en Allemagne. Mais si tu permets, pour ça je voulais juste interrompre, l'État intervient au point même, parfois, de confisquer des stocks de masques qui étaient destinés à des régions. Ce qui n'est pas forcément voulu ou attendu par des régions. Oui, je comprends, mais on a quand même des gosses dans une cour qui se disputent. Quoi. Mais on a quand même un peu cette logique d'une prérogative étatique plus importante chez nous que les prérogatives locales ou régionales. Alors après, il ne m'appartient pas de dire quelle a été la meilleure réponse possible, parce que si on prend des bilans chiffrés, la gestion régionale de la crise de la santé en Italie a fait autant de victimes que la gestion nationale française. En revanche, en Allemagne, il y a eu moins de victimes, mais là aussi, il faudrait peut-être aborder les questions autrement, c'est-à-dire partir de la réalité initiale des appareils de santé dans les différents pays. Et on s'aperçoit que la réalité de l'appareil de santé allemand était, à ce moment-là, bien meilleure dans une position initiale que la réalité de l'appareil sanitaire français, ne serait-ce que par l'existence d'un certain nombre de lits en réanimation supplémentaires qui n'existaient pas qui n'existaient plus chez nous, ou plus, si tu veux, en tout cas qui n'existaient pas au début de la crise chez nous. En Italie, pays régional, il n'y a pas non plus de lits au départ de la gestion de la crise que chez nous. En réalité, lorsqu'on est dans ces politiques dites de rigueur, ou de convergence, si on emploie le vocabulaire européen, c'est-à-dire qu'ils doivent ramener les déficits publics et la gestion de l'affaire publique dans des clous qu'on a fixés, la question des priorités se pose.
Qu'est-ce qu'on va supprimer comme service public? Il est certain que notre loi sur la santé, et l'organisation de la santé en France, qui date d'il y a une dizaine d'années, elle a fait le choix de faire rentrer l'hôpital public dans une logique de gestion comptable pour tenir les clous. Et donc, en fait, là où d'autres pays ont fait d'autres choix pour entrer dans les clous. Donc, il faut regarder ces réalités en face, et c'est ce qui rend l'approche internationale extrêmement difficile. On n'est pas les mêmes face à la crise, que l'on soit de ce côté-ci du Rhin ou de l'autre côté du Rhin, pour reprendre une formule célèbre qui date et où les Pyrénées étaient placées au centre de la logique géographique. Alors, dernière question sur ces considérations générales. Toi, tu es fervent partisan, mais sans complaisance, de l'Europe, du projet européen. Il y a quand même eu un fiasco européen. Tout dépend de ce qu'on appelle fiasco. C'est-à-dire, il y a une première question qu'il faut se poser. Que pouvaient faire des institutions européennes face à des États? C'est un problème de fond que l'on voit bien se mettre en place avec le Covid, mais que l'on voit aussi exister par ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rappeler des principes, ça on peut le faire. Mais de quelle, pour employer l'expression de Max Weber, violence légitime, ou de quels moyens de coercition disposent des institutions européennes face à des États européens dans la gestion de la crise? De très peu de moyens. Ça doit faire réfléchir. C'est dire. Madame van der Leyen a essayé de dire. Simplement, sa voix est moins audible que celle des chefs d'État ou de gouvernement dans leur propre pays, parce que nous avons aussi le réflexe légitime de nous tourner vers ceux à qui on a confié notre légitimité démocratique. Après, à quoi a-t-on assisté? À des États qui ont oublié quelques béabas de solidarité pour chacun se plonger dans la gestion propre de sa crise. Il y a quelques exemples qu'on peut mettre en avant. L'histoire des frontières. Après tout, on copartageait un espace de libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Mais prenons le premier aspect, cet espace de libre circulation des personnes, ce fameux espace Schengen, qui va d'ailleurs au-delà de l'Union européenne, et qui suppose qu'en fait les personnes soient libres. Bon, cet espace Schengen, on s'est assis dessus en invoquant les clauses d'exception que permettent les textes pour chacun à sa manière, à son rythme, fermer des frontières. Or, Schengen prévoit des dispositions de discussion collective où on peut voir ce que l'on peut faire. Voilà un exemple. Ensuite, chaque État, ce qui était extrêmement intéressant, a pris l'initiative très vite. Je me souviens de l'expression du président de la République, quoi qu'il en coûte, de créer de la dette pour essayer de faire face à la crise et surtout aux conséquences de la crise, qu'on pourra peut-être évoquer, parce que celles-là, elles sont devant nous, a décidé de créer une forme de dette, en mettant, en l'espace de quelque temps, des sommes assez importantes sur la table. En tout cas, les États se sont affranchis d'emblée des fameux critères de convergence, notamment les États du Sud. Ont-ils demandé l'autorisation à la Commission? Non. Et donc ça amène en fait les institutions européennes à valider a posteriori ce qui a été fait a priori par les États, y compris par l'Allemagne, qui elle aussi a mis sur leur place règles officielles. Voilà, là aussi, il a fallu attendre le mois de juin pour que, en fait, après de laborieuses discussions, on entérine un certain nombre de principes collectifs. Et ça rappelle ce que l'on a observé dans les crises antérieures, avec ou sans existence de la CEE, Union européenne. En fait, quand le choc est là, les États réagissent immédiatement, parce que dans n'importe quel État, les autorités gouvernementales ont la légitimité pour le faire, et les solutions collectives
on les envisage ensuite, contre la crise, à un certain temps de durée derrière elle. Un peu atténuée aussi. Et en même temps, elle est un peu atténuée. Et ça, tu l'observes assez souvent. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une solution collective sous forme d'un plan où il y a eu une initiative franco-allemande au point de départ, encore des États, que la Commission a validé. Elle est même allée plus loin, la Commission, que le plan franco-allemand. Et après, ce sont des discussions d'États qui nous sortent les décisions prises au sommet de Bruxelles en juillet dernier. En tout cas, ça fait quand même, peut-être pour reprendre ton expression, cacophonie entre les puissances étatiques, nationales, et cette logique européenne qui doit plus faire fusionner aussi, mettre en commun le destin des populations des pays concernés. On aura l'occasion d'en reparler parce que je te demanderai de parler de questions d'Europe, parce que question d'Europe, c'est à la fois problème et en même temps perspective d'Europe. Mais si tu veux, si je peux me permettre de t'interrompre, si tu veux, la négociation dure que tout le monde a suivie avec beaucoup d'intérêt il y a 2 semaines à Bruxelles entre les chefs d'État et de gouvernement sur ce plan, ça montre des choses classiques. Je veux dire, en fait, on voit un bloc de pays d'Europe centrale et orientale touchés par le Covid, prêts à prendre l'argent du plan européen mis sur la table et qui ne veulent pas entendre parler d'une contrepartie. Leur contrepartie, c'est tout ce qui concerne l'état de droit. On voit des États du Sud prêts à prendre la manne et qui ne veulent pas entendre parler de contrepartie. En l'occurrence, la réforme économique souhaitée. On voit des États du Nord qui ne veulent pas donner sans qu'il y ait. Donc en fait, on est dans une négociation, comme historien de relations internationales, on est dans une négociation classique où les gens viennent autour de la table avec leurs intérêts nationaux et voient jusqu'où ils peuvent avancer, céder pour trouver le compromis. Et l'Europe a fonctionné comme ça. Simplement, cette méthode peut paraître désuète face à l'urgence, où on attendrait des gestes qui soient plus symboliques et plus immédiats. Et comme des automatismes intégrés, ce qui n'existe pas, évidemment. Alors, cher Sylvain, et la culture, j'allais dire, parce qu'en même temps, on a vécu une période de confinement qui était quand même sidérante aussi, là. Du jour au lendemain, plus personne n'est dans la rue. Et ça pose quand même la question des pratiques culturelles. Il y avait une étude dans Le Monde que tu connais qui distinguait la pratique de public, si on veut, et puis la pratique culturelle de salon, c'est-à-dire chez soi, dans l'espace privé. Pendant un certain temps, c'était obligatoirement dans l'espace privé. Mais cette distinction, il ne faut pas les opposer les deux, il faut plutôt les concevoir, d'après moi en tout cas, d'une manière complémentaire. Pratique de salon, enfin dans son espace privé, puis la pratique collective, lien social, culturel. Qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion et quelles sont peut-être les modifications qu'il faut espérer pour la culture en général? On parlera du cinéma un peu après, pour qu'il y ait au fond une espèce de différence positive, favorable, enfin améliorée entre le temps d'avant et le temps d'après. Disons d'une façon générale, la culture, c'est ce qui me relie à toi. C'est ce qui me fait être humain avec toi. Ouais. Et donc, en fait, il y a eu un temps nécessaire aussi, peut-être moins présent avant, qui a été un temps de ressourcement. Je veux dire, quand, à cause du confinement, ou grâce, j'ai envie de dire, du confinement, je me mets à lire davantage, parce que je suis chez moi, cette lecture, c'est mon lien à toi. Il continue à travers l'ouvrage, à travers l'auteur que je lis. Je suis dans un dialogue avec un humain, je ne suis pas coupé de l'humain, parce que je ne le vois pas physiquement.
quand je me projette, parce qu'on a tous fait ça, quand je me projette une série de films en DVD que j'avais en réserve, je suis toujours en lien avec l'humain. C'est-à-dire, je suis toujours dans cette quête de ce qui fait sens dans mon rapport à l'autre, ou quand j'écoute de la musique. Mais ce qui me manquait, ce qui a manqué pendant 3 mois, c'est ce contact physique qui est aussi quelque chose de nécessaire dans mon rapport à l'humain, dans une salle, face à un vecteur, face à un média, face à une toile de cinéma. C'est quelque chose qui manque, ce qui montre très bien qu'en fait, je peux partager mon rapport à l'autre avec une consommation individuelle, culturelle de salon, mais elle est loin d'être satisfaisante si à un moment donné ou à un autre, je ne peux pas la partager physiquement dans des lieux. Si je ne peux pas avoir un rapport direct lorsqu'il s'agit de musique ou de théâtre avec l'artiste, avec ce médium. Et donc, loin de les opposer, le confinement a fait prendre conscience de l'importance de la démarche collective face à la culture, dans des lieux dédiés à la culture, dans des espaces collectifs pour la culture. A fait prendre aussi conscience, c'est un dernier point que je voulais dire, de la nécessité de faire entrer dans ces espaces collectifs des publics qui étaient moins présents qu'un certain type de public. Je trouve que l'action, puisqu'on en a souvent parlé dans nos réunions, que l'action entreprise à destination des quartiers, c'est quelque chose de nécessaire sur le plan cinématographique. Non pas que le cinéma y était absent, mais pour faire autre chose que celui peut-être qui était présent. Et alors merci pour ces considérations plus que passionnantes. Si on regarde le cinéma, plus proprement parlé, on est dans une situation aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 6 août, date anniversaire Hiroshima. Du bombardement d'Hiroshima. Culture, on peut en parler. Voilà. Qui malheureusement aussi est un des éléments qui conditionne la pratique culturelle. Alors, justement, depuis la réouverture des salles de cinéma, on a à l'échelle nationale française une chute de fréquentation de l'ordre de 78% environ. Quand on regarde la situation à Strasbourg, c'est de l'ordre de 70%. C'est des moyennes. Ça veut dire qu'il y a des endroits où la chute est plus importante et des endroits où la chute est moins importante. Moi, je l'ai dit, la semaine dernière, on était à moins 27,8 seulement, je dirais, de chute de fréquentation, et les chiffres de mardi dernier font qu'on est à moins 23,4%. Donc, je touche du bois. Mais bon, c'est quand même, ça perturbe notre économie fragile. Et notamment, cette chute, elle est due à l'absence de blockbusters américains. Donc, on voit que les habitudes de pratique culturelle du monde d'avant étaient fondées sur une consommation, comme des esclaves consentants, des films américains. Les films américains manquent. Tout ce que demandent la plupart des exploitants, c'est donnez-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire notre film américain quotidien. Alors qu'on pourrait aussi imaginer qu'il y ait d'autres, ce soit l'occasion pour découvrir d'autres cinématographies. Je le répète, nous à l'Odyssée, et tu le sais très bien, nous ne sommes pas contre le cinéma américain, nous sommes contre le monopole d'une cinématographie au détriment de toutes les autres cinématographies. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion, ça? J'ai plusieurs éléments. D'abord, je pense qu'il faut inscrire ce phénomène dans la très longue durée. Ce n'est pas d'aujourd'hui que date l'importance de ce que tu appelles les blockbusters américains. En réalité, puisque des études historiques l'ont montré, c'est dans les années 30 que le cinéma américain commence à s'imposer au cinéma européen, et que c'est un accord international de 1936 que j'ai encore bien en tête, qui fait que les producteurs de cinéma européens se rallient à la technologie européenne et permettent à ce moment-là à Hollywood de définir clairement les standards. Et depuis là, on a été dans tous nos pays... À la technologie américaine, tu veux dire. Oui. Et depuis là, on a été dans tous nos pays soumis à une augmentation progressive
du nombre de films américains projetés, d'une part de spectateurs croissants, même au temps d'un grand cinéma européen ou français. Ça a été déjà le cas. Simplement, c'était peut-être moins visible que sur ces 20-25 dernières années. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut bien voir, c'est que dans ce rapport de force sur la longue durée aussi, les Américains avancent groupés. Moi, je me souviens d'accords qui ont été signés avec la Corée du Sud, où en fait, on veut bien, par exemple, fournir dans des accords agricoles des aides à la Corée du Sud, mais on a intelligemment demandé dans une négociation globale que la part des films américains progresse sur le marché coréen, là où il y a un grand cinéma coréen, on ne peut pas nier. Donc ces choses-là sont présentes depuis longtemps. Après, là où je suis d'accord avec toi, ça doit nous interroger sur notre modèle, sur notre place, sur ce qu'on veut, sur quel cinéma on projette. Je dois dire là aussi, on n'est pas si absent que ça, parce que les grandes négociations culturelles dans le cadre de l'Uruguay Round, ça commence dans les années 90, l'OMC par la suite, montrent systématiquement que l'on arrive à peu près à tirer notre épingle du jeu en faisant toujours admettre des formes d'exception culturelle. Donc ma question, c'est pendant combien de temps on pourra résister à cela? Si tu permets, exception culturelle pour ceux qui nous écoutent, ça signifie que les objets de création, les œuvres, ne doivent pas être considérées comme des marchandises. Comme des marchandises. Et donc soumises aux mêmes règles communes de la concurrence, du mieux-disant, du point de vue du fric, du flouze, du blé, de l'oseille. C'est ça. Alors, pour la défendre, cette exception culturelle, on est obligé, souvent les Européens sont obligés de faire des acrobaties, de mettre autre chose sur la balance pour que les Américains n'avancent pas ou de trouver des alliés. Moi, je me souviens que dans un accord, on a trouvé l'Alliance du Canada qui avait des exceptions à défendre en matière de bande dessinée pour lier des aspects et pour la faire avancer. Bon, passons là-dessus. Il y a une opportunité là. C'est de réfléchir notre production européenne, notre façon de faire le cinéma, de stimuler, j'allais dire, la production européenne, parce qu'en fait, il y a un cinéma européen, et s'il y a un art qui est européen, c'est bien le cinéma. Il est né, s'est développé, a fixé ses premiers standards sur ce continent, ce qui n'est pas le cas peut-être de tous les arts. Donc, je pense qu'il faut renouer avec la source européenne du cinéma et qu'il y a un atout. Et si la crise peut servir à quelque chose, et d'ailleurs là c'est un appel au directeur programmateur de l'Odyssée, c'est de faire découvrir ce cinéma européen, de le faire redécouvrir, ce cinéma européen. Je te remercie, tu me tends la perche, mais disons que nous organisons chaque année à peu près 4000 séances. Sur ces 4000 séances, il y a 63% de séances européennes, y compris les films français qui jusqu'à nouvel ordre font partie de l'Europe. Et quand je dis l'Europe, c'est l'Europe des 47 pays membres du Conseil de l'Europe. Et sur ces 63%, si on prend les films européens non français, eh bien près de 52% de l'ensemble des séances, des 4000 séances chaque année organisées à l'Odyssée, sont consacrés à des films européens non français. La moyenne en France, elle est de à peine 5%. Donc nous sommes 10 fois à contre-courant des tendances dominantes du marché de l'exploitation cinématographique en France, et donc aussi une certaine forme de fragilité qui justifie le fait que dans ce cinéma, qui est le cinéma de la ville de Strasbourg, il y ait une subvention de la ville. Si je peux ajouter quelque chose, non pas aux statistiques que tu viens de dire, c'est que je pense aussi que les blockbusters vont mettre du temps à revenir. Et donc, il faut réfléchir à ce qu'on fait pendant ce temps-là, aussi bien au niveau du Centre national du cinéma, aussi bien au niveau des salles, qu'est-ce qu'on fait, comment on programme, comment on conçoit, dans quelle direction on va,
parce que Hollywood est affecté par la crise, le cinéma américain est affecté par la crise, les tournages sont reportés, on lit ça dans la presse un peu spécialisée régulièrement, donc dans combien de temps ces locomotives cinématographiques vont revenir, je n'en sais strictement rien, mais pas dans l'immédiat. Il ne faudra pas compter en octobre sur un blockbuster qui va te stimuler. Tes spectateurs ou ta salle. Donc, raison de plus pour réfléchir. Alors après, sur ce que tu dis sur le plan statistique, c'est très heureux, mais moi j'ajouterais plus loin. Européens, oui, mais aussi les autres cinémas, africains, asiatiques. C'est ça la diversité culturelle de la planète. Et là, il y a des choses à faire en dialogue entre ces différents cinémas, si on veut non pas s'opposer ou faire disparaître un modèle américain, mais pour le faire entrer en résonance avec les autres cinémas. Tout à fait. Je crois aussi que la promotion et défense des cinématographies de l'Europe signifie consubstantiellement, pour utiliser des mots pseudo-intello, et complémentairement, signifie une ouverture au reste du monde. Ça n'a pas de sens de projeter dans une soi-disant défense des cinématographies européennes le repliement frileux nationaliste, discriminant, qu'on essaierait de faire pour son propre cinéma national. C'est dans cette espèce de dialogue, de fluidité et de mise en résonance, pour reprendre ta belle expression, que les choses doivent s'inscrire. Et je veux dire à nos amis spectatrices et spectateurs que Sylvain, dans l'équipe de direction, est un de ceux qui insiste le plus pour qu'on fasse d'une part ce travail en direction des quartiers et aussi cette ouverture européenne qui fait qu'on va devoir imaginer des formes nouvelles et avec un entêtement quotidien permanent, en quelque sorte. Je vais faire quelque chose qu'on ne fait pas en principe, mais je ne sais pas combien de minutes il nous reste. On en est à combien de minutes? Non, mais tu peux le dire 32. autant. Pardon? 32. Nous sommes à 32 minutes et il nous reste à peu près 8 minutes, cher Sylvain. Donc, pour développer et conclure, vous avez vécu une première. Hein, c'est la première fois qu'on s'adresse à ce qu'on appelle le hors-champ, c'est-à-dire une sympathique personne qui s'appelle... C'est comme dans le cinéma, il faut une nouveauté à un Mais moment oui, donné, voilà. une innovation. Voilà, les crises au moins doivent servir à ça. Donc il nous reste maintenant 8 minutes pour développer et conclure. Mais c'est important tout ce que tu dis, oui, le cinéma. Et en même temps, je crois que le cinéma européen qui est à défendre, c'est de voir que c'est un miroir qui est formidable, que c'est au miroir du cinéma qu'il est intéressant de considérer les problématiques européennes. Alors, tu es à l'initiative de ce beau cycle que nous faisons depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle Questions d'Europe. C'est toi qui es l'inspirateur et surtout le grand architecte, pour reprendre l'expression de Voltaire. Donc, quelles sont à la lumière du bilan de cette crise, quelles sont les voies que tu voudrais qu'on explore dans cette initiative? Écoute, d'abord, je voudrais te remercier d'accueillir Question d'Europe. Peut-être placer rapidement le contexte et puis après venir à ta question. Bon, Question d'Europe, on l'a créé dans le cadre du centre d'excellence Jean Bonnet que j'anime à Sciences Po. Et donc, avec les collègues, l'idée au point de départ, c'est que le cinéma est un élément de l'identité européenne et interroge cette identité européenne et cette construction européenne. Et donc, nous sommes, puisque c'est un élément de l'identité européenne et que cette identité européenne est une identité plurielle, nous nous sommes mis en tête, en discutant d'ailleurs avec toi et avec les responsables de l'Odyssée, d'en faire une espèce de vitrine d'identité qui compose cette Europe, donc de faire découvrir des films de pays européens qui n'ont pas autant pignon sur rond que les grands pays cinématographiques européens. C'est la même chose que face aux États-Unis, comme ça que nous avons projeté des films macédoniens, etc., etc., monténégrins, voilà des choses importantes. La deuxième chose, c'est d'interroger, parce qu'à partir du moment où on est dans les identités, on interroge la potentialité de l'évolution de ces identités. Donc,
la perspective européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Où sont les points nodaux? Où sont les problèmes? Et donc, en fait, d'apporter ainsi, modestement, à travers un art, une réflexion supplémentaire à ce que nous menons dans le centre sur les perspectives européennes, puisque notre centre est centré sur la notion de frontières, et donc avec le cinéma, on dépasse les frontières, et en fait, avec l'Europe aussi, on est censé dépasser un certain nombre de frontières, de replis identitaires nationaux. Ça, c'est le point de départ. Et donc, depuis 2 ans, on mène cette opération, et en fait, à partir d'octobre, puisqu'on commence toujours à l'automne, à partir d'octobre, l'idée c'est tous les mois un film qui interroge la problématique que je viens de soulever, qui soit autant que possible un film de cinémas européens qui ont moins pignon sur rue que d'autres cinémas européens, qui soit un film qui interroge nos problématiques de l'identité européenne ou des identités européennes, et un film qui pose les vraies questions quant à la perspective européenne, son sens, vers quoi on voit, pourquoi on le fait, et donc de continuer, si tu veux, à entrer dans ce processus de la construction européenne, parce que moi je ne parle jamais d'intégration européenne, on construit, je ne sais pas ce qu'on va construire, ça seul le terme le dira, mais d'entrer dans cette problématique de la construction européenne par un autre moyen que le moyen intellectuel que j'expérimente tout le temps à travers mes recherches. Eh bien écoute, c'est formidable. Comme on arrive au bout du temps imparti, comme disent l'autre, enfin le temps imparti on peut, mais aussi il faut compter sur la patience des spectatrices. Je formule le vœu qu'on puisse faire très très prochainement une autre conversation ensemble, parce que là il y a beaucoup de choses que tu as évoquées. Je reste à ta disposition. Mais merci beaucoup. Je ne manquerai pas de prendre à la lettre ce constat que tu viens d'énoncer devant témoin. Je te laisse 30 secondes pour préparer le mot de la fin. Moi, je voudrais dire que vraiment, c'est pour utiliser une métaphore de pêcheurs, pas ceux qui font des pêchés, mais ceux qui pêchent les poissons. Pour l'Odyssée, c'est une excellente, formidable prise que Sylvain nous ait fait l'amitié et l'honneur de venir rejoindre notre équipe, et j'espère qu'on a encore beaucoup de jours devant nous de travail passionnant, notamment aussi avec, j'espère, la ville de Strasbourg pour développer un certain nombre de projets qui doivent apporter, j'espère, des réponses à la crise aussi que le cinéma et les salles de cinéma connaissent aujourd'hui. Et les salles de cinéma étant de puissants liens sociaux, on ne peut pas être évidemment étranger, on ne peut pas demeurer étranger au péril qui existe en la demeure. Alors je te laisse le soin, après t'avoir remercié à nouveau, de dire le mot de la fin, cher Sylvain. Merci, il sera très très bref, il sera très optimiste et adapté au lieu. Nous reverrons Ithaque. Eh bien, que le ciel t'entende, et j'espère qu'on ne rencontrera pas de chevaux de Troie et d'autres aventures que Ulysse, lui, dans ce long chemin. Tu sais qu'il y avait un roman de Jean Giono qui s'appelle Ulysse, et alors il aimait l'hypothèse qu'en fait c'est un peu comme un mari qui est volage. Toute cette histoire de l'Odyssée, ce serait un bobard qu'il raconterait à Pénélope pour justifier toutes ses absences et le fait qu'il ait découché. Mais là, ça ne sera pas la réalité. Nous sommes sur le retour du chemin d'Ithaque. Voilà. Belle Merci, Farouk. Merci Sylvain. À bientôt. Au revoir.